Le dîner qui a tout changé. Tout a commencé lors d'une de ces célébrations familiales qui se répètent année après année. L'anniversaire de ma belle-mère, Madame Eliane, avait toujours été un événement incontournable dans le calendrier familial des Dubois. Ce dimanche de mai, la chaleur à Aix-en-Provence était étouffante, bien que la saison ne fasse que commencer. Les rues étroites du centre historique ressemblaient à des fours, et la climatisation de l'appartement de mes beaux-parents tournait à plein régime, tandis que la famille arrivait au compte-gouttes. Cela faisait 5 ans que nous étions mariés, Julien et moi. 5 ans au cours desquels j'avais essayé, sans grand succès, de m'intégrer dans cette famille provençale où les traditions et les apparences pesaient plus que tout. Moi, née en Bretagne, j'étais toujours l'étrangère, celle qui avait un accent pointu, celle qui ne savait pas faire un aïoli dans les règles de l'art. Mais je supportais tout avec le sourire, par amour pour Julien, ou du moins, c'est ce que je me disais. Cet après-midi-là, je suis entrée dans la cuisine pour aider aux préparatifs. Ma belle-sœur Laura, la sœur aînée de Julien et la favorite incontestée de Madame Eliane, préparait sa fameuse soupe au pistou. Je me suis approchée avec l'intention de donner un coup de main. « Tu as besoin d'aide ?» ai-je demandé, en essayant de paraître naturelle. Laura m'a à peine regardée. « Je suis presque au bout. Va plutôt mettre la table. » C'était toujours comme ça, toujours reléguée aux tâches les plus simples, comme s'ils n'avaient pas confiance en mes talents culinaires. J'ai obéi en silence et me suis dirigée vers la salle à manger avec les assiettes et les couverts. Pendant que je mettais tout en place, j'ai entendu ma belle-mère et Laura chuchoter dans la cuisine, suivies de rires à peine dissimulés. Nul besoin d'être devin pour savoir qu'elles parlèrent de moi. Le dîner a commencé comme d'habitude. Le mari de Laura, Frédéric, se vantant de ses succès dans l'immobilier. Mon beau-père commentant la politique locale. Les enfants agités, jouant sous la table. Je restais silencieuse, souriant quand il le fallait, servant plus de vin quand un verre se vidait. C'était mon rôle non écrit. La belle-fille complaisante et silencieuse. Le problème a surgi quand Laura a apporté le dessert, une crème caramel maison qui, selon tout le monde, était la recette secrète de grand-mère Dubois. « C'est délicieux, Laura », a commenté ma belle-mère avec fierté. « Personne ne fait la crème caramel comme toi. »« La recette de grand-mère est sacrée », a répondu Laura, en me jetant un regard en coin. « Certaines choses, il faut les avoir dans le sang. C'était une pique, bien sûr, une de plus parmi tant d'autres. Mais quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Peut-être était-ce la chaleur, ou la fatigue accumulée de tant d'années à être l'étrangère, ou simplement le fait que j'avais atteint ma limite. Moi aussi, je sais faire des desserts, ai-je dit, d'une voix que je ne reconnaissais même pas. Ma grand-mère m'a appris à faire un kouign-amann qui a remporté des concours dans mon village. Le silence est tombé sur la table comme une chape de plomb. Tout le monde m'a regardé, surpris, comme si le chandelier avait pris vie et s'était mis à parler. « J'en suis sûre, ma chérie », a dit Madame Eliane avec condescendance. « Mais les gâteaux du Nord sont différents, pas aussi raffinés que les nôtres. » Laura a laissé échapper un petit rire. « Bien sûr, là-bas, tout est plus rustique, n'est-ce pas ?» J'ai senti le sang me monter à la tête. 5 ans de commentaires similaires, 5 ans à ravaler ma fierté, mes opinions, même mes recettes de famille. Ma grand-mère était pâtissière professionnelle, ai-je rétorqué, sentant un tremblement dans ma voix. Ces recettes ont été publiées dans des magazines de cuisine. « Allons, Chloé, ne te mets pas dans cet état », est intervenu Julien, mal à l'aise. Laura plaisantait, c'est tout. Mais je ne pouvais plus m'arrêter. « Non, Julien, elle ne plaisantait pas. Elle ne plaisante jamais quand elle me fait me sentir inférieure. Aucun de vous ne plaisante quand vous me traitez comme une intruse après 5 ans. » Le visage de Madame Eliane s'est transformé. « Mais que dis-tu, mon enfant ? Nous te traitons comme notre propre fille. »« Non, vous me traitez comme la fille qui a épousé votre fils et qui ne sera jamais assez bien pour lui. » ai-je répondu en me levant. Les mots sortaient tout seuls, comme s'ils avaient attendu ce moment depuis des années. Vous me jugez parce que je viens du Nord, parce que j'ai un accent différent, parce que je ne connais pas vos traditions. Vous ne m'avez jamais donné une vraie chance. Quelle ingratitude ! S'est exclamée Laura, se levant à son tour. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Et qu'avez-vous fait exactement ? ai-je demandé. Me critiquer dans mon dos ? M'exclure des conversations importantes ? Me traiter comme si j'étais stupide ? Frédéric, le mari de Laura, est intervenu. Je pense que tu exagères, Chloé.
Tu as passé une mauvaise journée. Ça nous arrive à tous. Ce n'est pas une mauvaise journée, ai-je répondu, sentant les larmes menacées de couler. Ce sont 5 années de mauvaises journées. J'ai regardé Julien, espérant qu'il dirait quelque chose, qu'il me défendrait pour une fois. Mais il se contentait de fixer son assiette de crème caramel, comme s'il y trouvait la solution à tous les problèmes. « Juju », ai-je murmuré, « dis quelque chose. » Quand il a finalement levé les yeux, j'ai vu dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la honte. Pas pour sa famille, mais pour moi. « Je pense que tu devrais t'excuser, Chloé, » a-t-il dit à voix basse. « Tu es en train de gâcher l'anniversaire de ma mère. » Ce fut comme une gifle. Tout l'air a quitté mes poumons. À cet instant, j'ai compris une chose fondamentale. J'étais complètement seule dans cette famille. Mon mari, l'homme qui avait juré d'être à mes côtés, avait choisi son camp. Et ce n'était pas le mien. Sans dire un mot de plus, j'ai pris mon sac et j'ai quitté la salle à manger. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a appelé. En fermant la porte de l'appartement, j'ai entendu la conversation reprendre, comme si mon absence était un soulagement. Dans la rue, l'air était toujours aussi chaud, mais pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer profondément. J'ai marché sans but dans les ruelles d'Aix, avec les mots de Julien résonnant dans ma tête. « Tu devrais t'excuser. » Après 5 ans à supporter des mépris subtils et moins subtils, c'était à moi de m'excuser. C'est alors que j'ai pris une décision qui allait changer ma vie pour toujours. Le moment de vérité. Je ne suis pas rentrée à la maison cette nuit-là. Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro de mon amie Hélène, la seule personne que je connaissais à Aix qui n'avait aucun lien avec la famille de Julien. « Je peux dormir chez toi ce soir ?» lui ai-je demandé quand elle a répondu, ma voix étranglée par les larmes que je ne pouvais plus contenir. Hélène n'a pas posé de questions. « Bien sûr, ma chérie. Je t'attends. » Son appartement était de l'autre côté de la ville. J'ai pris un taxi, incapable d'affronter les transports en commun dans cet état. Pendant le trajet, mon téléphone a vibré plusieurs fois. Des messages de Julien. « Où es-tu ? Ma mère est très contrariée. Tu exagères, comme d'habitude. » Aucune question sur ce que je ressentais. Aucune excuse. Seulement de l'inquiétude pour sa famille et les apparences. Hélène m'a accueillie avec une étreinte et une tasse de tisane. Son petit appartement, rempli de livres et de plantes, m'avait toujours semblé un refuge. Cette nuit-là, il l'était littéralement. « Raconte-moi ce qui s'est passé », a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. Je lui ai tout raconté. Le dîner, les commentaires de Laura, le manque de soutien de Julien. En parlant, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement ce qui s'était passé ce soir-là. C'était une accumulation de petites humiliations, de silences complices, de moments où j'aurais dû parler et où je ne l'avais pas fait. « Chloé, » a dit Hélène quand j'ai eu terminé, « tu te rends compte que ce n'est pas normal. Ce que tu décris, ce n'est pas une famille qui t'intègre, c'est une famille qui te tolère. Et encore, ils ne le font même pas bien. » Ces mots ont été comme un miroir dans lequel, pour la première fois, j'ai vu clairement ma situation. Ce n'était pas moi qui échouais à m'intégrer. C'était eux qui ne m'avaient jamais fait de place. « Et qu'est-ce que je fais maintenant ?» ai-je demandé, me sentant perdue. « Ça, toi seul peux le décider ?» a répondu Hélène. « Mais je crois que tu as déjà fait le premier pas en partant ce soir. » J'ai peu dormi, tournant et retournant dans le lit d'amis. Le lendemain matin, j'ai décidé de ne pas aller à l'école de musique où je donnais des cours de piano. J'ai appelé pour demander un jour de congé, chose que je n'avais jamais faite auparavant. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour décider quoi faire de ma vie à partir de ce moment. Julien a appelé plusieurs fois. J'ai finalement répondu à midi. « Mais où diable es-tu » Sa voix sonnait plus irritée qu'inquiète. « Chez une amie » ai-je répondu, étonnamment calme. « Tu as une idée de ce que tu as provoqué ?» Ma mère a pleuré. Laura est furieuse. Mon père dit qu'il a toujours su que tu étais source de problèmes. Chaque mot était un poignard, mais aussi une confirmation. « Et toi, Julien, qu'en penses-tu » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Je pense que tu as dépassé les bornes. Que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour faire une scène pareille. »« Une scène » ai-je répété, incrédule. « C'est comme ça que tu appelles le fait que je me sois enfin défendue après des années de mépris ? Personne ne t'a jamais méprisé » a-t-il répondu, le ton montant. « C'est le fruit de ton imagination, de cette manie que tu as de te sentir toujours victime. » C'était comme si on m'avait jeté un seau d'eau glacée. À cet instant, j'ai compris que Julien non seulement ne me soutenait pas,
mais qu'il n'avait jamais vu ce que je vivais. Ou pire, il l'avait vu et le considérait comme normal, acceptable. « Je crois qu'on a besoin de temps », ai-je finalement dit. « Je ne rentre pas à la maison aujourd'hui. »« Quoi ? Tu ne peux pas simplement… » ?»« Si, je peux, Julien. Et c'est ce que je fais. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais ce n'était plus de peur ou de tristesse. C'était un étrange mélange d'adrénaline et de détermination. Hélène m'a prêté des vêtements et m'a proposé de rester aussi longtemps que nécessaire. Cet après-midi-là, pendant qu'elle était au travail, je me suis assise sur son balcon, avec vue sur les toits de tuiles, et j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Une liste de ce que je voulais pour ma vie. Je voulais du respect. Je voulais pouvoir exprimer mes opinions sans crainte. Je voulais cuisiner mes propres recettes bretonnes sans que personne ne les dénigre. Je voulais, je m'en suis rendu compte avec surprise, récupérer des parties de moi que j'avais abandonnées pour m'intégrer dans la vie de Julien. Le lendemain, je suis retournée à l'école de musique. Donner des cours de piano avait toujours été mon refuge, le seul espace où je me sentais complètement moi-même. Mes élèves ont remarqué mon énergie différente, plus authentique peut-être. Une de mes élèves adultes, Rosario, m'a demandé à la fin de son cours « Pardonnez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, Chloé, mais je vous trouve différente aujourd'hui, comme plus… présente. » J'ai souri. Je traverse des changements importants. Rosario, une femme divorcée d'une 50aine d'années, m'a regardée avec compréhension. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Les changements font peur, mais parfois, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Cette brève conversation m'a donné de la force. Peut-être avais-je plus d'alliés que je ne le croyais, des gens qui me voyaient pour qui j'étais vraiment, pas pour celle que la famille Dubois attendait que je sois. Cette nuit-là, après 3 jours sans mettre les pieds dans notre appartement, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter Julien. Je lui ai envoyé un message pour lui demander de nous retrouver dans un café près de l'école. Un terrain neutre. Il est arrivé à l'heure, comme toujours. Il avait l'air fatigué, avec une barbe de plusieurs jours, chose inhabituelle pour lui, si méticuleux avec son apparence. Nous nous sommes assis à une table au fond, loin des regards curieux. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, ai-je commencé. Moi aussi, a-t-il interrompu. Et je crois que nous avons tous les deux dépassé les bornes. Toi au dîner, moi après. On peut arranger ça, parler à ma famille. Non, Julien, ai-je dit fermement. Il ne s'agit pas d'arranger ce qui s'est passé au dîner. Il s'agit du fait qu'après 5 ans, ta famille continue de me traiter comme une étrangère et que tu le permets. Ce n'est pas vrai, a-t-il protesté, mais sans conviction. Si, et tu le sais, ai-je répondu. La question est de savoir si tu es prêt à le reconnaître et à changer les choses. Julien est resté silencieux, regardant son café intact. Finalement, il a parlé. Je leur dois le respect, Chloé. C'est ma famille. Et à moi? Ne me dois-tu pas le respect aussi? Je suis ta femme. Son silence fut toute la réponse dont j'avais besoin. Dans son esprit, il y aurait toujours une hiérarchie, et je ne serai jamais au sommet. Je veux la séparation, Julien, ai-je dit, me surprenant moi-même par la clarté avec laquelle j'ai prononcé ces mots. Il a levé les yeux, confus, comme s'il ne pouvait pas traiter ce qu'il venait d'entendre. La séparation? Pour une dispute de famille? Non. Pour 5 ans à me rendre compte que je ne serai jamais une priorité pour toi. Pour 5 ans à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas pour plaire à ta famille. Pour me rendre compte, enfin, que je mérite mieux que ça. J'ai vu dans ses yeux un mélange d'émotions. Incrédulité, colère, et ce qui m'a le plus blessé, soulagement. Une partie de lui était aussi fatiguée de faire semblant, de maintenir cet équilibre fragile entre sa femme et sa famille. Si c'est ce que tu veux, a-t-il finalement dit. C'est ce dont j'ai besoin, ai-je corrigé. Et je crois que, au fond, toi aussi. Nous nous sommes quittés avec la promesse de parler à un avocat pour régler les détails. En sortant du café, au lieu de l'angoisse que je m'attendais à ressentir, j'ai éprouvé une étrange sensation de légèreté. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer complètement, construire un nouveau chemin. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions et de décisions. L'appartement où nous vivions, Julien et moi, était en location. Il n'y a donc pas eu de grandes disputes pour des biens immobiliers. Nous avons partagé les meubles et les effets personnels sans trop de problèmes. Il a gardé presque tout. Je ne voulais que mon piano, mes livres et quelques affaires personnelles.
Hélène m'a accueillie chez elle pendant plusieurs semaines, pendant que je cherchais mon propre logement. Son soutien inconditionnel a été ma bouée de sauvetage dans ces moments d'incertitude. « As-tu parlé à ta famille en Bretagne ?» m'a-t-elle demandé un soir pendant que nous dînions. J'ai secoué la tête. Depuis que j'avais épousé Julien, mes visites à Quimper avaient été rares. Ma mère était décédée des années auparavant, et ma relation avec mon père et mon frère aîné s'était refroidie avec la distance. « Tu devrais les appeler », a suggéré Hélène. « Tu pourrais être surprise. » Le soir même, prenant mon courage à deux mains, j'ai appelé mon père. Sa voix, rauque et familière, m'a provoqué une pointe de nostalgie. « Chloé, il s'est passé quelque chose ?» Je lui ai tout raconté. Ma séparation, mes sentiments, mes projets incertains. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis, à ma grande surprise, j'ai entendu quelque chose que je n'attendais pas, de la compréhension. J'ai toujours eu l'impression que ce garçon et sa famille ne t'estimaient pas à ta juste valeur, a dit mon père. Je n'ai jamais rien voulu dire parce que tu avais l'air heureuse, ou c'est ce que je croyais. Je n'étais pas heureuse, papa, ai-je avoué. J'essayais juste de faire en sorte que ça marche. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcer, ma fille. Si tu veux revenir à la maison pour un temps, ta chambre est toujours là. Cette conversation a été un baume pour mon âme blessée. Je ne suis pas retournée en Bretagne immédiatement, mais savoir que j'avais cette option m'a donné de la force. Pendant ce temps, ma vie à Aix a commencé à se transformer. J'ai trouvé un petit appartement près de l'école de musique, dans un quartier plein de vie, et loin des zones fréquentées par les Dubois. Il était minuscule comparé à l'appartement que je partageais avec Julien. Mais j'ai décoré chaque recoin à mon goût, sans avoir à consulter ou à faire de compromis. À l'école, la directrice, Madame Mercier, m'a appelé un jour dans son bureau. « Chloé, je vous observe depuis un certain temps. Vous avez changé ?» a-t-elle dit avec un sourire. « Pour le mieux, je veux dire. Vos élèves le remarquent, je le remarque. Je traverse beaucoup de changements. » ai-je répondu, sans entrer dans les détails. « Quoi que ce soit, ça vous va bien. Je voulais vous proposer quelque chose. Nous avons plusieurs demandes de cours de piano pour adultes en soirée. Seriez-vous intéressé par une extension de vos horaires ? Nous paierions un supplément, bien sûr. » J'ai accepté sans hésiter. Non seulement pour l'argent supplémentaire, qui me serait bien utile maintenant que j'étais seule, mais aussi parce que l'idée d'enseigner à des adultes m'enthousiasmait. Des gens qui choisissaient d'apprendre la musique par pur plaisir, sans la pression des parents ou des examens. Mes nouvelles classes du soir sont vite devenues le meilleur moment de ma semaine. Parmi mes élèves, il y avait de tout, des étudiants universitaires aux retraités, tous unis par le désir de se connecter à la musique. L'une d'entre elles, Carmen, une femme d'une 40aine d'années, médecin de profession, est devenue une bonne amie. « Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau », m'a-t-elle dit un jour après le cours, alors que nous prenions un café. J'ai toujours voulu jouer du piano, mais ma famille a insisté pour que je me concentre sur mes études. Maintenant, enfin, c'est mon moment. Ces mots ont résonné en moi. Peut-être que c'était aussi mon moment, ma chance de me redécouvrir. Un jour, en me promenant dans le parc Jourdan, j'ai rencontré Rosario, mon élève qui avait montré tant de compréhension des semaines auparavant. « Chloé, quelle joie de vous voir en dehors des cours !» s'est-elle exclamée en m'invitant à m'asseoir avec elle sur un banc. Nous avons parlé de musique, de livres et finalement de la vie. Je lui ai parlé de ma séparation, de mon nouvel appartement, de mes cours du soir. « Vous savez, » a-t-elle dit, pensive, « je dirige une petite chorale au centre culturel du quartier. Rien de professionnel, juste un groupe d'amateurs qui aiment chanter ensemble. Il nous manque quelqu'un pour nous accompagner au piano. C'est un travail bénévole, mais j'adorerais, ai-je répondu sans la laisser finir. C'est ainsi que, presque sans m'en rendre compte, ma vie a commencé à se remplir à nouveau de musique. La chorale répétait 2 fois par semaine, et je me suis vite retrouvée à suggérer des chansons, des arrangements, et même à composer de petites pièces pour eux. C'était comme si une partie de moi qui avait été endormie pendant des années se réveillait. Le divorce a été officialisé 6 mois après ce dîner fatidique. Julien et moi avons à peine parlé pendant la procédure, laissant les avocats s'occuper de tout. Je l'ai vu une dernière fois pour signer les papiers. Il avait l'air différent, plus mince, avec des cheveux blancs prématurés sur les tempes. « Tu as l'air bien », a-t-il dit, sur un ton que je n'ai su interpréter.
Tu as l'air fatigué, ai-je répondu avec sincérité. Je le suis. Ma mère a été malade, des problèmes cardiaques. Laura dit que c'est à cause du chagrin, mais les médecins disent que c'est l'âge et le stress. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, rapidement suivie d'indignation. Même maintenant, ils essayaient de me rendre responsable de leurs problèmes. Je suis désolée pour ta mère, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. J'espère qu'elle se rétablira vite. Nous nous sommes quittés avec une poignée de main formelle. En le voyant s'éloigner, je n'ai pas ressenti le déchirement que j'attendais, mais une étrange sensation de clôture. Une étape de ma vie se terminait, mais une autre, plus authentique, commençait. 1 an après ce dîner, j'ai organisé une petite réunion dans mon appartement. Il y avait Hélène et son petit ami, Carmen, Rosario et quelques membres de la chorale, et 2 collègues de l'école. J'ai préparé des plats bretons, une cotrillade, des moules marinières et des crêpes au caramel au beurre salé, la nourriture de ma région, les recettes de ma grand-mère que pendant des années j'avais à peine cuisinées parce qu'elles n'étaient pas au goût des Dubois. Alors que je servais le dessert, Rosario a levé son verre, à Chloé et au courage de tout recommencer. Tout le monde a trinqué et j'ai senti une boule dans ma gorge. J'ai regardé autour de moi, ces gens qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour celle qu'ils attendaient que je sois. J'ai pensé à tout ce qui avait changé en 1 an, pas seulement extérieurement mais intérieurement. La semaine suivante, j'ai reçu un appel inattendu de mon frère Martin. « Papa ne va pas bien », a-t-il dit sans détour. « Rien de grave, mais les médecins disent qu'il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui pendant un certain temps. Moi, avec le travail et les enfants, je ne peux pas déménager chez lui. »« J'y vais », ai-je répondu sans hésiter. « Tu es sûr ? Et ton travail à Aix ?» Je lui ai expliqué que je pouvais demander un congé sans solde à l'école et que la chorale comprendrait mon absence. De plus, ai-je ajouté, il était peut-être temps de retourner à mes racines pour un temps. En raccrochant, j'ai regardé par la fenêtre de mon petit appartement aixois. La ville m'avait tant donné. Douleur et joie, perte et retrouvailles. Mais maintenant, je sentais que je pouvais retourner en Bretagne, non pas en vaincu, mais comme quelqu'un qui avait appris à s'estimer, à défendre son espace, à reconnaître ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Cette nuit-là, assise au piano, j'ai improvisé une mélodie. Elle commençait de manière mélancolique, presque triste, mais se transformait progressivement en quelque chose de plus lumineux, de plus porteur d'espoir. Comme ma vie, je ne savais pas combien de temps je resterais en Bretagne, ni si je reviendrais à Aix ensuite. Pour la première fois depuis longtemps, l'incertitude ne me faisait pas peur. J'avais appris que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de lâcher le connu et le sécurisant pour embrasser l'inconnu. Alors que les dernières notes flottèrent dans l'air de mon petit salon, j'ai souri. Ce dîner avait tout changé, oui. Mais le changement, aussi douloureux qu'il ait été, m'avait ramené à moi-même. Et ça, ai-je découvert, était le plus grand cadeau que je pouvais recevoir. Retour aux sources. Le train traversait les paysages changeants de la France. Des champs de lavande de Provence aux côtes verdoyantes du Nord. Je regardais par la fenêtre, ressentant un mélange de nostalgie et de nervosité. J'étais restée loin de la Bretagne pendant 5 ans, ne rendant visite que pour des Noëls précipités et quelques week-ends ici et là. Maintenant, je revenais, non pas en visite, mais pour rester pour une durée indéterminée. Quand le train est entré dans la gare de Quimper, le ciel gris et le crachin m'ont accueilli comme une étreinte familière. Mon frère Martin attendait sur le quai, avec son éternelle veste en cuir et ce froncement de sourcils que je lui connaissais depuis l'enfance. « Te voilà de retour », dit-il simplement en prenant ma valise. Il n'a jamais été une personne de grandes effusions. « Me voilà de retour », ai-je confirmé, et nous nous sommes brièvement étreints. Dans la voiture, Martin m'a mise au courant de la santé de papa. Il avait fait une petite chute qui lui avait causé une fracture de la hanche. L'opération s'était bien passée, mais à 78 ans, la convalescence serait lente. « Il ne veut pas d'aide, tu le connais », a grogné Martin. Il dit qu'il peut se débrouiller seul, mais il peut à peine bouger sans son déambulateur. Et il refuse une maison de repos, même temporaire. « C'est bien, papa », ai-je souri. Notre père, Thomas, avait travaillé toute sa vie comme pêcheur, puis comme contremaître dans un petit chantier naval. Un homme de la mer, habitué à la rudesse et à se débrouiller seul. La maison familiale se trouvait dans un petit village côtier à la périphérie de Quimper.
Une construction en pierre de 2 étages avec un jardin arrière donnant sur la falaise. En entrant, l'odeur d'humidité et de vieux bois m'a instantanément transportée dans mon enfance. Papa était dans son fauteuil du salon, plus mince et plus grisonnant que dans mon souvenir, mais avec le même regard défiant de toujours. « Alors, te voilà de retour », dit-il. Presque les mêmes mots que Martin. « Il ne fallait pas abandonner ta vie à Aix. »« Je n'ai rien abandonné, papa », ai-je répondu en m'approchant pour l'embrasser. J'ai juste mis certaines choses en pause. Cette première nuit, après le départ de Martin pour sa maison en ville, je suis restée éveillée dans mon ancienne chambre. Les murs étaient encore décorés des posters de mon adolescence. Des pianistes classiques à côté de groupes de rock, une étrange combinaison qui avait toujours défini mes goûts. J'avais l'impression d'être entrée dans une capsule temporelle, mais je n'étais plus la même personne qui avait quitté cette chambre des années auparavant. Les premiers jours, nous avons établi une routine. Je m'occupais de la maison, des repas, d'emmener papa à ses rendez-vous médicaux et à ses séances de rééducation. Il se plaignait constamment, insistant sur le fait qu'il pouvait faire plus de choses seul, et je faisais semblant de le croire, tout en surveillant chacun de ses mouvements. L'après-midi, quand il faisait la sieste, je sortais mon petit clavier portable que j'avais apporté avec moi. Ce n'était pas comme mon piano à Aix, mais cela me permettait de continuer à pratiquer, à composer de petites pièces qui reflétaient mon état d'âme. Un après-midi, alors que je jouais, j'ai senti la présence de mon père à la porte de la chambre. Il n'a rien dit, il a juste écouté. Quand j'ai eu terminé, il a commenté « Ta mère jouait comme ça aussi, quand elle était inquiète. » Ma mère, Anna, avait été professeure de musique au collège local. C'est d'elle que j'avais hérité ma passion pour le piano. Elle est décédée quand j'avais 20 ans, d'un cancer qui l'a emportée en à peine 6 mois. « Elle te manque ?» ai-je demandé, chose que je n'avais jamais osé demander auparavant. Papa s'est appuyé contre le cadre de la porte, son visage impénétrable. Tous les jours, mais on apprend à vivre avec. Cette brève conversation a ouvert quelque chose entre nous. Peu à peu, pendant les dîners ou en regardant la télévision, nous avons commencé à parler de choses que nous avions évitées pendant des années. De maman, de mes années à Aix, de mon échec matrimonial. Je n'ai jamais aimé ce Julien, a avoué papa un soir. Il avait l'air de ceux qui te promettent la lune, mais te laissent nasse tomber ensuite. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? M'aurais-tu écouté ? A-t-il demandé en haussant un sourcil. Tu étais amoureuse. Tu croyais que lui et sa famille étaient ce qui t'était arrivé de mieux. Parfois, il faut laisser les gens faire leurs propres erreurs. Il avait raison, bien sûr. À cette époque, toute critique envers Julien ou les Dubois m'aurait davantage éloignée de ma famille. Les semaines se sont transformées en mois. La convalescence de papa progressait lentement, mais elle progressait. J'avais trouvé quelques cours particuliers de piano à Quimper et dans le village voisin. Ce n'était pas comme mon travail à l'école de musique d'Aix, mais cela me maintenait active et me donnait une certaine indépendance économique. Un dimanche matin, alors que nous prenions le petit déjeuner, papa m'a surprise avec une remarque. J'ai réfléchi, la maison est trop grande pour moi seule. Et maintenant que je ne peux plus monter et descendre les escaliers comme avant, tu envisages de la vendre ? Ai-je demandé, ressentant une pointe de tristesse à l'idée de perdre la maison familiale. Non, j'envisage que tu restes. Définitivement. Toi en haut, moi en bas. On pourrait faire quelques aménagements, peut-être transformer le petit salon en chambre pour moi. Je suis restée sans voix. La proposition était tentante. Revenir définitivement en Bretagne, à mes racines. Mais était-ce ce que je voulais ? Ou étais-je seulement en train de fuir Aix, les souvenirs, la possibilité de croiser un jour les Dubois ? Pense-y, a dit papa en retournant à son journal. Il n'y a pas d'urgence. Cet après-midi-là, je suis allée me promener sur le sentier côtier. C'était une journée claire, une de ces rares journées bretonnes où le soleil brillait sans nuages pour le cacher. La mer se brisait contre les rochers en contrebas, un spectacle qui m'avait toujours émerveillée depuis l'enfance. J'ai pensé à ma vie à Aix, à l'école, à la chorale, à mes nouveaux amis. J'ai pensé à combien j'avais grandi là-bas, à comment j'avais trouvé ma voie. Mais j'ai aussi pensé à la paix que j'avais ressentie ces dernières semaines en Bretagne, en renouant avec mes origines, avec mon père, avec la musique d'une manière différente. Peut-être que ce n'était pas un choix définitif, peut-être que je pouvais avoir les deux mondes, d'une certaine manière.
Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé mon père endormi dans son fauteuil, avec la télévision allumée sur une émission de pêche qu'il regardait toujours. Je l'ai observé un moment, cet homme fort et têtu, qui avait élevé 2 enfants seul après être devenu veuf trop jeune, qui luttait maintenant contre son propre corps, contre les limitations de l'âge. Je vais rester, ai-je décidé à ce moment-là, au moins pour l'instant. Je ne savais pas si c'était la bonne décision à long terme, mais je sentais que c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Du temps pour guérir complètement, pour renouer avec mes racines, pour prendre soin de celui qui avait pris soin de moi. Cette nuit-là, j'ai écrit un long courriel à Hélène et à mes amis à Aix, leur expliquant ma décision. Ce n'était pas un adieu, leur ai-je assuré, juste une pause, un détour nécessaire sur mon chemin. Avant de dormir, j'ai sorti la vieille photo de ma mère que je gardais sur ma table de chevet. Elle souriait à côté d'un piano, sur une image prise peu avant de tomber malade. « Je crois que tu comprendrais », lui ai-je murmuré. Parfois, il faut revenir en arrière pour pouvoir avancer. Avec cette certitude, je me suis endormie plus tranquillement que je ne l'avais été depuis longtemps. La rencontre inattendue. Le printemps est arrivé en Bretagne, avec son explosion de verre et la promesse de jours plus longs. Cela faisait presque 6 mois que je vivais avec mon père, une routine qui, étonnamment, nous avait rapprochés plus que nous ne l'avions été depuis des décennies. Il pouvait déjà se déplacer avec une canne au lieu du déambulateur, et j'avais établi une petite mais stable clientèle d'élèves de piano dans la région. J'avais même commencé à collaborer avec le conservatoire de Quimper en tant que pianiste accompagnatrice pour les examens et les auditions. Ce n'était pas un travail fixe, mais cela me gardait connectée à l'environnement musical qui me manquait tant. Ce jour d'avril, j'avais rendez-vous avec Martin et sa famille pour déjeuner dans un restaurant du port. Sa femme, Anne, avait toujours été gentille avec moi. Et leurs enfants, mes neveux et nièces, Marc et Paula, étaient un tourbillon d'énergie que j'adorais avoir près de moi. « Tati Chloé, tu viendras à mon récital de flûte ?» a demandé Paula pendant que nous attendions le dessert. À 11 ans, elle avait hérité de la fibre musicale de la famille. « Je ne le manquerai pour rien au monde », ai-je promis en lui ébouriffant les cheveux. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. De l'autre côté du restaurant, assis avec un groupe de personnes qui semblaient être des collègues de travail, se trouvait Frédéric, le mari de Laura, mon ex-belle-sœur. Mon cœur a fait un bond. Je ne m'attendais pas à rencontrer un membre de la famille Dubois en Bretagne, à des centaines de kilomètres d'Aix. « Ça va ?» a demandé Anne, remarquant ma tension soudaine. « Tu es devenue toute pâle. C'est le mari de la sœur de Julien, » ai-je murmuré. Au fond, avec la chemise bleue, Martin s'est tourné discrètement pour regarder. « Tu veux qu'on s'en aille ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Non, je ne vais pas fuir. Je n'ai rien fait de mal. » J'ai essayé de me concentrer sur la conversation familiale, mais j'étais consciente de la présence de Frédéric. M'avait-il vu ? Allait-il dire à Laura et à Julien qu'il m'avait rencontré ? L'idée qu'il parle de moi, qu'il spécule sur ma vie, me retournait l'estomac. Au moment où nous allions demander l'addition, Frédéric s'est approché de notre table. Son expression était mal à l'aise mais polie. « Chloé, quelle surprise de te voir !» dit-il en tendant la main. Je me suis levée et la lui ai serrée, en lui présentant ma famille. Frédéric a échangé quelques phrases courtoises avec Martin, a commenté à quel point Quimper était joli, et est finalement arrivé à la question inévitable. « Tu vis ici maintenant ?»« Oui, temporairement, » ai-je répondu, sans entrer dans les détails. Mon père avait besoin d'aide après une opération. Frédéric a hoché la tête, comme si cette explication clarifiait tout. Il y a eu un silence gênant avant qu'il n'ajoute. « Je suis ici pour affaires. L'agence immobilière s'étend vers le nord. »« C'est bien, » ai-je répondu automatiquement. Un autre silence. Finalement, Frédéric a regardé sa montre. « Je devrais retourner avec mes collègues. Ça a été agréable de te voir, Chloé. Tu as l'air bien. Merci. Toi aussi. » Quand il s'est éloigné, j'ai relâché l'air que je ne savais pas que je retenais. Anne m'a serré la main par-dessus la table. « Tu as très bien géré ça, » a-t-elle dit à voix basse. Ce soir-là, en aidant mon père à se préparer pour la nuit, je lui ai raconté la rencontre. « Et alors, s'il t'a vu ?» a grogné papa. « Tu n'as rien fait de mal. Au contraire, c'est toi qui as souffert avec cette famille. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de sentir qu'ils vont me juger, parler de moi. Et qu'est-ce que ça peut faire ce qu'ils disent ?
Tu sais qui tu es et ce que tu vaux. C'est la seule chose qui compte. Les mots de mon père, simples mais justes, m'ont réconfortée. Il avait raison. Je n'étais plus cette femme peu sûre d'elle qui cherchait l'approbation des Dubois. J'avais construit une nouvelle vie et j'en étais fière. Cependant, la rencontre avec Frédéric a eu des conséquences que je n'attendais pas. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de Julien, le premier en plusieurs mois. Frédéric m'a dit qu'il t'avait vu à Quimper. J'espère que ton père va mieux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. J'ai relu le message plusieurs fois, essayant de déchiffrer le ton, cherchant le double sens, mais peut-être n'y en avait-il aucun. Peut-être était-ce simplement ce que cela semblait être, un geste poli d'un ex-mari. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne savais pas quoi dire, ni si je voulais rouvrir cette porte, même juste un petit peu. Cette semaine-là, j'étais particulièrement occupée. En plus de mes cours habituels, le conservatoire m'avait demandé de remplacer un professeur malade pendant quelques jours. C'était une excellente opportunité, un pied dans la porte pour de futurs emplois potentiels. Le vendredi après-midi, en sortant du conservatoire après une longue journée, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Chloé, c'est Laura. Laura Dubois. Je suis restée paralysée au milieu du trottoir. Laura? La même Laura qui avait fait de ma vie un enfer pendant 5 ans. Comment as-tu eu mon numéro? Fut la seule chose que je pus demander. Frédéric l'avait, de l'époque où... Enfin, tu sais. Écoute, je suis à Quimper. Frédéric a une réunion d'affaires et j'ai décidé de l'accompagner. Je me demandais si on pouvait se voir. Se voir? Pourquoi voudrions-nous nous voir, toi et moi? Je n'ai pas pu empêcher ma voix de sonner défensive. Il y eut un soupir à l'autre bout du fil. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis que tu es parti et je crois que je te dois des excuses. En personne, pas par téléphone. De toutes les choses que je m'attendais à entendre, c'était la dernière. Laura s'excusant, la même femme qui m'avait fait me sentir inférieure à chaque occasion, qui avait monté la famille contre moi. Je ne sais pas, Laura. S'il te plaît. Juste un café. 1 demi-heure de ton temps. Nous sommes à l'hôtel de la Paix. On peut se voir au café de l'hôtel, un lieu public. Quelque chose dans sa voix sonnait différemment. Ce n'était pas la Laura hautaine et sûre d'elle que je connaissais, mais quelqu'un de plus vulnérable. D'accord, ai-je finalement accepté. Demain à 17h. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, imaginant des scénarios, préparant des réponses à d'éventuelles attaques ou manipulations. Et si tout cela était un piège? Et si Julien était là aussi? Ma tête tournait avec des possibilités, la plupart désagréables. Le matin, j'ai appelé Hélène à Aix et lui ai raconté la situation. Sois prudente, m'a-t-elle prévenue. Mais aussi, garde l'esprit ouvert. Les gens changent, parfois pour le mieux. Quand je suis entrée dans l'élégant café de l'hôtel, Laura était déjà là, assise à une table discrète près de la fenêtre. Elle était vêtue avec son élégance habituelle, mais il y avait quelque chose de différent en elle. Une fatigue dans les yeux, peut-être, ou une tension dans les épaules que je ne lui connaissais pas. « Merci d'être venue », dit-elle en se levant pour me saluer. Nous nous sommes assises, avons commandé du café, et avons échangé quelques commentaires sur le temps, sur Quimper, sur des futilités sans importance. Finalement, Laura est allée droit au but. Ce que je t'ai fait, la façon dont je t'ai traité toutes ces années, c'est inexcusable, et je suis venue te demander pardon. Je l'ai regardée fixement, cherchant le piège, l'astuce, la manipulation cachée, mais je n'ai vu qu'une femme mal à l'aise, luttant avec sa fierté pour faire quelque chose qui lui coûtait manifestement. « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé. Laura a remué son café, évitant mon regard. Après ton départ, les choses ont changé. Julien était différent, plus silencieux, plus distant. Maman est tombée malade, tu sais, des problèmes cardiaques. Et au milieu de tout ça, j'ai fait une fausse couche. Je ne m'attendais pas à ça. J'en suis vraiment désolée, ai-je dit sincèrement. C'était dur. 6 mois de grossesse, on avait déjà les prénoms, la chambre préparée. Sa voix s'est légèrement brisée. Bref, j'ai fait une dépression assez sévère. Thérapie, médicaments, tout le tralala. Et une partie du processus a été d'affronter qui j'étais vraiment, la façon dont je traitais les autres. Toi, en particulier.
Je l'ai observée, cette femme que j'avais autrefois crainte et détestée à parts égales, me montrant maintenant une vulnérabilité que je n'aurais jamais cru possible. La thérapeute m'a fait voir comment mon insécurité se transformait en agression, comment j'attaquais les autres pour me sentir mieux dans ma peau. Ce n'est pas une excuse, juste une explication. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait accepter ces excuses, refermer cette blessure et aller de l'avant. Une autre partie, plus méfiante, me rappelait tout le mal qu'elle m'avait fait. « J'apprécie ton honnêteté, Laura », ai-je finalement dit. « Et je suis désolée pour ta fausse couche. Vraiment. Mais tu comprendras que je ne peux pas simplement oublier 5 ans de... » « Je ne te demande pas d'oublier, » a-t-elle interrompu. « Juste que tu saches que je suis sincèrement désolée, et que j'ai changé, ou du moins que j'essaie. » Nous sommes restés en silence un moment, le poids de notre passé commun flottant entre nous. « Et Julien ?» ai-je finalement demandé. « Il sait que tu es là ?» Laura a secoué la tête. « Non, c'est entre toi et moi. Il a son propre chemin à parcourir. Quand nous nous sommes quittés 1 heure plus tard, nous n'étions pas amis, et ne le serions jamais. Mais il y avait une sorte de paix entre nous, une reconnaissance mutuelle que nous avions toutes les deux survécu et grandi à partir de cette expérience douloureuse partagée. En rentrant chez moi à pied, j'ai senti comme si un poids s'était allégé sur mes épaules. Je n'ai pas pardonné à Laura ce jour-là, pas complètement, mais j'ai fait le premier pas vers la libération de cette rancune que, sans m'en rendre compte, je portais encore en moi. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Aix, j'ai senti que je pouvais vraiment regarder vers l'avenir, sans que le passé ne me rattrape. La boucle est bouclée. 1 année entière s'était écoulée depuis mon retour en Bretagne. Les saisons avaient bouclé leur cycle. L'été humide, l'automne aux feuilles rousses, l'hiver rude avec la mer déchaînée, et maintenant, de nouveau le printemps. Mon père s'était remarquablement rétabli, même s'il avait encore besoin de sa canne et se fatiguait facilement. Moi, de mon côté, j'avais obtenu un poste permanent au conservatoire. Ce n'était pas à temps plein, mais combiné à mes cours particuliers, cela me permettait une indépendance économique que j'appréciais énormément. Nous avions fait les rénovations nécessaires dans la maison. Nous avions transformé le petit salon du rez-de-chaussée en chambre pour mon père, adapté la salle de bain avec des barres d'appui et une douche accessible, et l'étage supérieur était devenu mon espace privé, mon refuge. Un matin de mai, alors que nous prenions le petit déjeuner sur la petite terrasse donnant sur le jardin arrière, papa m'a surprise avec une question. « Es-tu heureuse ici, Chloé ?» J'ai levé les yeux de mon café, déconcertée. « Bien sûr que oui. Pourquoi demandes-tu ça ?» Papa a regardé vers la mer, qui se voyait comme une bande bleue à l'horizon. « Parce que parfois, je t'observe en train de regarder vers le sud, comme si une partie de toi était encore là-bas. » Ces mots m'ont surprise. Je n'étais pas consciente de ce geste, mais peut-être avait-il raison. Malgré tout le bien que j'avais trouvé en revenant en Bretagne, je pensais parfois à Aix, à la chorale, à mes amis, à l'école. Je suis bien ici, ai-je assuré. Avec toi, avec mon travail au conservatoire. Je ne doute pas que tu sois bien, a-t-il répondu, avec cette perspicacité qu'il avait développée au fil des ans. Mais bien n'est pas la même chose que complète. Cette conversation m'a trotté dans la tête pendant des jours. Mon père avait-il raison ? Étais-je simplement bien, mais pas complète ? J'avais reconstruit ma vie en Bretagne, mais était-ce la vie que je voulais pour toujours ? Un jeudi après-midi, après mes cours au conservatoire, j'ai reçu un appel d'Hélène. « Chloé, tu ne vas pas le croire. » Sa voix vibrait d'enthousiasme. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, gagnée par son énergie. On m'a proposé de diriger le département de musique de l'université d'Aix-en-Provence. Et j'ai besoin d'une directrice adjointe de confiance. Je suis restée sans voix. Hélène, mon amie, celle qui m'avait accueillie dans mon moment le plus sombre, avait maintenant l'opportunité de sa vie, et elle voulait la partager avec moi. Hélène, c'est merveilleux. Félicitations. Je ne fais pas que te le raconter, Chloé. Je t'offre le poste. Tu serais la coordinatrice de la section piano, avec des cours, mais aussi avec des responsabilités dans la programmation de concerts, de festivals, d'échanges. Ce serait parfait pour toi. Mon cœur a fait un bond. C'était une opportunité extraordinaire, le genre de travail dont tout musicien rêverait. Mais cela signifiait retourner à Aix, affronter les souvenirs, peut-être même croiser les Dubois. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je finalement dit. C'est compliqué. Mon père, la maison, mon travail ici. Je comprends, a répondu Hélène.
son enthousiasme légèrement tempéré. « Prends le temps qu'il te faut. Mais pense-y sérieusement, Chloé. Tu serais parfaite pour ça. » Cette nuit-là, assise au piano, j'ai laissé mes doigts errer sur les touches sans pièce précise en tête. Les notes coulaient, parfois mélancoliques, parfois pleines d'espoir, reflétant la tempête d'émotions que je ressentais. Je n'avais pas parlé de l'offre à mon père. Je ne voulais pas qu'il pense que j'allais l'abandonner, qu'après tout ce que nous avions reconstruit ensemble, je choisirais de partir. Mais lui, avec cette intuition qui me surprenait toujours, l'a su. « On t'a proposé quelque chose à Aix, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé pendant le dîner. « Je le vois sur ton visage. Tu es inquiète, mais aussi excitée. » Je lui ai tout raconté. L'appel d'Hélène, le poste, l'opportunité. « Et tu ne sais pas quoi faire parce que tu t'inquiètes de me laisser seule ?» a-t-il conclu. J'ai hoché la tête, la gorge nouée. « Chloé, » a dit mon père en prenant ma main par-dessus la table. « Je n'ai pas sacrifié toute ma vie au travail pour que ma fille refuse l'opportunité de sa vie pour s'occuper d'un vieil entêté comme moi. Mais ta hanche, la maison, ma hanche va mieux, et la maison sera toujours là. Je peux engager quelqu'un pour venir quelques heures, ou Martin peut passer plus souvent, et tu peux me rendre visite pendant les vacances, ou je peux te rendre visite. Je n'ai jamais vu Aix, après tout. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. « Tu es sûre ? » ?»« Absolument. De plus, » a-t-il ajouté avec un sourire malicieux, « j'ai toujours su que ce retour en Bretagne était temporaire. Tu avais besoin de guérir, de renouer avec tes racines. Mais ton chemin a toujours été ailleurs, dans le monde, comme celui de ta mère. » La comparaison avec maman m'a profondément émue. Elle aussi avait quitté son petit village pour étudier la musique à Paris, où elle avait rencontré mon père. Elle avait toujours été une femme courageuse, prête à suivre sa passion. 2 semaines plus tard, j'ai accepté le poste. L'université d'Aix m'a offert un contrat exceptionnel, avec des conditions dont je n'aurais jamais rêvé. Hélène et moi avons passé des heures au téléphone, à planifier, à rêver, à imaginer tout ce que nous pourrions faire ensemble. La dernière nuit en Bretagne fut douce amère. J'avais emballé mes affaires, en laissant une partie à la maison. « Pour quand tu viendras en visite ?» avait dit mon père. Nous avons dîné en silence, conscients de la séparation imminente, mais aussi du fait que ce n'était pas un adieu définitif. « Je suis fière de toi », a dit papa, alors que nous prenions un dernier verre de cidre dans le jardin, sous les étoiles. Je l'ai toujours été, mais surtout maintenant. Tu as trouvé ton chemin, malgré tout. Le lendemain matin, avec les valises dans le coffre de la voiture de Martin, j'ai dit au revoir à la maison, à la mer, au paysage qui avait été mon refuge cette dernière année et demie. Mon père m'a serré fort dans ses bras. « Va et conquiers le monde », m'a-t-il murmuré à l'oreille. « Et souviens-toi que tu auras toujours un foyer ici. » Le voyage en train vers Aix fut long. Je regardais par la fenêtre, voyant le paysage changer, des montagnes vertes aux champs dorés, et finalement aux orangeraies et oliveraies du sud. Hélène m'attendait à la gare, avec une pancarte ridiculement grande qui disait « Bienvenue, Madame la directrice adjointe. Nous nous sommes étreintes en riant et en pleurant à la fois. Je n'arrive pas à croire que tu sois revenue, dit-elle en m'aidant avec une des valises. Moi non plus, ai-je avoué. Mais ça semble juste. Mon nouvel appartement était dans un quartier différent, plus jeune, plus animé. Il était petit mais lumineux, avec un balcon donnant sur une place arborée. Hélène m'avait aidé à le trouver et à le meubler sommairement avant mon arrivée, pour que tu te sentes chez toi dès le premier jour, a-t-elle expliqué. Les premières semaines furent un tourbillon d'activités. Rencontrer l'équipe de l'université, me familiariser avec le programme, planifier la prochaine année universitaire. Je me suis plongée dans le travail avec enthousiasme, découvrant que j'avais plus d'idées et d'énergie que je ne le croyais. Un dimanche, presque un mois après mon retour, j'ai décidé de me promener dans le centre historique. Il faisait chaud, mais c'était cette chaleur sèche d'Aix qui, étonnamment, m'avait manqué. J'ai marché sans but précis, redécouvrant des coins, des places, des églises que je connaissais bien. Mes pas m'ont conduite, presque inconsciemment, près du quartier où j'avais vécu avec Julien. Je n'avais pas l'intention de passer par là, mais je me suis soudain retrouvée sur la place où nous avions l'habitude de prendre le café le dimanche matin. Et il était là. Julien était assis seul à une table de la terrasse, lisant le journal, comme je l'avais vu faire tant de fois. Plus mince, avec quelques cheveux blancs de plus sur les tempes, mais c'était bien lui.
Mon premier instinct fut de faire demi-tour et de partir avant qu'il ne me voie. Mais quelque chose m'a arrêté. De quoi fuyais-je exactement? Cette ville était autant la mienne que la sienne. Et je n'étais plus la femme peu sûre d'elle qui était partie 1 an et demi plus tôt. J'ai pris une profonde inspiration et me suis approchée de sa table. « Bonjour, Julien. » Il a levé les yeux, surpris. Pendant une seconde, son visage a reflété l'incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait à de la peur, et enfin, une sorte de résignation. « Chloé, tu es revenue? »« Je suis revenue, » ai-je confirmé, avec la même phrase simple que j'avais utilisée en arrivant en Bretagne. Il y eut un silence gênant. Finalement, Julien a désigné la chaise vide en face de lui. « Tu veux t'asseoir ?» J'ai hésité un instant, puis j'ai accepté. Je n'avais rien à craindre de cette conversation. « Comment va ton père ?» a-t-il demandé poliment. « Mieux. Presque complètement rétabli. J'en suis content. » Un autre silence. C'était étrange d'être ainsi, face à l'homme qui avait été mon mari, avec qui j'avais partagé 5 ans de ma vie, et de me sentir comme si j'étais face à un étranger. « Laura m'a dit que vous vous étiez vus à Quimper, » a-t-il finalement dit. J'ai hoché la tête. C'était inattendu. Elle m'a dit qu'elle t'avait demandé pardon. C'est exact. Julien a joué avec sa tasse de café. Moi aussi, je devrais te demander pardon. De ne pas t'avoir défendu, de ne pas avoir vu comment il te traitait, pour beaucoup de choses. Ces mots étaient ceux que j'avais tant désiré entendre des années auparavant. Mais maintenant, assise là sous le soleil d'Aix, je me suis rendu compte que je n'en avais plus besoin. Pas pour être complète, pas pour aller de l'avant. Merci de le dire, ai-je simplement répondu. Nous avons parlé un peu plus, échangeant des nouvelles superficielles. Il m'a dit qu'il avait toujours le même travail, que sa mère allait mieux, qu'il avait commencé à courir des marathons comme hobby. Je lui ai parlé de mon nouveau poste à l'université, omettant les détails personnels de ma vie. Quand nous nous sommes quittés, il n'y avait pas de rancune dans mon cœur, juste une étrange sensation de clôture, d'un cercle qui se refermait enfin. En rentrant chez moi, dans mon nouveau foyer, avec le soleil couchant qui teignait de dorer les façades d'Aix, je me suis sentie en paix. J'avais craint ce moment, cette rencontre inévitable, mais maintenant je me rendais compte qu'elle était nécessaire. La Bretagne m'avait donné des racines, de la force, un lien avec mon passé. Aix m'offrait maintenant des ailes, des opportunités, un avenir brillant. Et moi, enfin, je pouvais embrasser les 2 parties de moi-même, sans crainte. Cette nuit-là, assise au piano dans mon petit appartement, j'ai composé une nouvelle pièce. Elle commençait par des notes graves et mélancoliques, comme la pluie de Bretagne, et se transformait progressivement en un rythme joyeux et ensoleillé, plein de vie et de passion. Je l'ai appelée « La boucle est bouclée ». C'était l'histoire de ma vie, de mon voyage, de la douleur à la guérison, de la peur à la confiance, de la perte aux retrouvailles avec moi-même. Et tandis que les dernières notes flottèrent dans l'air, j'ai su avec certitude que, cette fois, j'étais rentrée à la maison.